par une nuit glaciale de décembre, j'ai ouvert ma porte d'entrée. Ma fille se tenait là, et la neige fondait dans ses cheveux. Ma petite fille de 3 ans tremblait si fort, qu'elle ne pouvait même pas dire bonjour. Émilie m'a regardé avec des yeux que je ne lui connaissais pas. Puis, elle a murmuré, « Papa, on n'a plus de maison. » L'espace d'une seconde, j'ai vraiment cru avoir mal entendu. Le vent a poussé une nouvelle vague de neige sur mon perron. Lily a enfoui son visage contre l'épaule de sa mère. Ses petites bottes roses gouttaient sur le paillasson, celui que j'avais acheté il y a des années, du temps où ma femme, Carole, était encore en vie. Je n'ai pas posé d'autres questions, et je me suis écarté. Entrez, toutes les deux. Émilie a hésité. Papa. Tout de suite. Elle est entrée en portant Lily, pendant que je refermais la porte pour bloquer le froid. La vieille chaudière s'est mise en route avec son grondement familier, et l'air chaud s'est lentement diffusé dans la maison. Il flottait un léger parfum de café et de cannelle, car j'avais préparé une fournée de sablés l'après-midi même. Carole avait l'habitude d'en faire chaque mois de décembre. Après son décès, j'avais tenu à garder cette tradition vivante. Les petites mains de Lily étaient presque violettes à cause du froid. Je me suis agenouillé près d'elle. « Coucou, ma chérie. » Elle a levé les yeux vers moi. « Bonjour, papy. » Ses lèvres tremblaient. « On va enlever ses vêtements mouillés, d'accord ?» Elle a hoché la tête, sans dire un mot de plus. Je l'ai enveloppée dans l'une des épaisses courtes pointes que Carole avait cousues des années plus tôt, puis je l'ai portée jusqu'au canapé, près de la cheminée. Émilie se tenait figée au milieu du salon. Elle portait toujours son manteau trempé, comme si elle n'était pas sûre d'être à sa place. Émilie. Elle m'a regardé. Enlève ton manteau. Il n'en a pas fallu plus. Elle a commencé à pleurer. Sans faire de bruit, sans drame. Juste des larmes silencieuses, qu'elle retenait depuis bien trop longtemps. J'ai fait chauffer de l'eau pour un chocolat chaud. Pendant ce temps, elle a enfilé un des vieux pulls de Carole, celui qu'elle adorait toujours emprunter quand elle venait nous voir. Quelques minutes plus tard, Lily s'était endormie, blottie contre la coudoir. Elle serrait fort un lapin en peluche, le seul objet qu'elle avait réussi à attraper avant de quitter la maison. Émilie a fixé sa tasse pendant près de 5 minutes, avant de finalement prendre la parole. Tout s'est passé si vite. J'ai attendu. Les gens disent la vérité, quand personne ne les bouscule. Ça a commencé après le dîner. Elle a frotté ses 2 mains autour de la tasse chaude. Cédric a dit que quelqu'un allait passer. Je me suis dit que c'était peut-être un collègue, ou un de ses amis. Au lieu de ça, une femme est entrée avec un sac de voyage. Elle m'a souri. Émilie s'est tue. Elle a dégluti avec difficulté. Elle a vraiment souri. Qu'est-ce que Cédric a dit? Il a dit, « Émilie, je te présente Claire. » Elle a ri une fois, un petit rire sec, sans aucune joie. J'ai cru qu'il faisait une blague. Je pouvais tout à fait imaginer mon gendre, debout, avec ce sourire suffisant qu'il affichait parfois, quand il pensait être la personne la plus intelligente de la pièce. Émilie a continué. Ensuite, sa mère est entrée dans la cuisine. Nadine Collin. Rien que de prononcer son nom dans ma tête, j'ai senti ma poitrine se serrer. Émilie a pris une autre gorgée, avant de poursuivre. Elle a regardé Claire, puis elle s'est tournée vers moi et a dit, « Tu devrais sans doute commencer à faire tes valises, avant qu'il ne se fasse trop tard. » Qu'est-ce que tu as répondu? J'ai ri à nouveau, a-t-elle expliqué en secouant la tête. J'ai honnêtement pensé qu'ils essayaient de faire une horrible blague, mais personne n'a ri. Le silence est tombé dans la pièce. On n'entendait plus que le tic-tac de l'horloge comtoise. Près de la salle à manger. Nadine a disparu à l'étage. 1 minute plus tard, elle est redescendue avec de grands sacs poubelles noirs, des sacs de chantier. Elle a commencé à plier mes vêtements. La voix d'Émilie s'est brisée. Mes pulls, les pyjamas de Lily, nos décorations de Noël. Elle a regardé en direction de la petite fille endormie. Tu te souviens des décorations que Lily a fabriquées à la maternelle? J'ai hoché la tête. Nadine les a décrochées, elles aussi. J'ai fermé les yeux un instant. Carole disait toujours que les décorations de Noël,
portait en elle bien plus de souvenirs que les photographies. Apparemment, Nadine n'en avait que faire. Émilie a essuyé son visage. J'ai demandé à Cédric s'il avait perdu la tête. Il m'a répondu que Claire emménageait. Quand? Après Noël. Émilie m'a regardé. Puis, il a souri. En fait, pourquoi attendre? J'ai senti quelque chose se tordre au fond de moi. Pas de la rage. Pas encore. Juste de l'incrédulité. Il a débranché le sapin de Noël. Émilie a murmuré ces mots, comme si elle n'arrivait toujours pas à y croire. Les lumières se sont éteintes. Lily a demandé pourquoi papa avait éteint Noël. Aucun de nous n'a parlé pendant plusieurs secondes. Finalement, j'ai demandé, qu'est-ce que Claire a fait? Rien. Elle est juste restée là, comme si elle attendait que la femme de chambre finisse de nettoyer une chambre d'hôtel. Émilie a fixé le sol. Nadine a presque tout emballé. Mes vêtements, les jouets de Lily, nos affaires de toilette. Elle a ri amèrement. Elle a même plié mon écharpe d'hiver. Je pouvais presque entendre Carole dire, certaines personnes confondent la cruauté avec la force. Émilie a pris une grande inspiration. Quand j'ai refusé de partir, Cédric a ramassé les sacs poubelles. Il les a portés dehors. Ensuite, Nadine a apporté le manteau de Lily. La neige tombait déjà fort. Émilie a regardé vers la fenêtre de la façade, où les flocons dansaient encore sous la lumière du porche. Lily a demandé si on allait quelque part d'amusant. Je n'ai pas pu lui répondre. Cédric a ouvert la porte d'entrée. Le vent a soufflé la neige jusque dans le couloir. Il a posé les sacs sur le perron. J'étais toujours planté là. Il a dit. Elle s'est arrêtée. J'ai attendu. Il a dit, Claire mérite un nouveau départ. Ma mâchoire s'est contractée. Et puis, il a tenu la porte ouverte. J'ai pris Lily dans mes bras, et je suis sorti. Elle m'a regardé, les larmes emplissant à nouveau ses yeux. Et il a verrouillé la porte à double tour, avant même que j'atteigne le trottoir. J'ai fixé le feu dans la cheminée. Lily s'est retournée dans son sommeil, murmurant doucement quelque chose que je n'ai pas pu comprendre. Émilie a chuchoté une dernière chose. Elle a frappé à la porte, juste une fois. Papa. Il n'a jamais répondu. Pendant un long moment, personne n'a parlé. La chaudière s'est arrêtée, laissant la maison étrangement silencieuse. Je me suis levé, j'ai attrapé les clés de mon pick-up, et je me suis dirigé vers le garage. Émilie s'est précipitée derrière moi. Papa, où vas-tu? J'ai ouvert la portière du conducteur, mais je ne suis pas monté. Je ne sais pas. Et c'était la vérité. Une partie de moi voulait conduire directement chez Cédric. Une partie de moi voulait le traîner dehors, et le forcer à ressentir ce même froid qu'il avait imposé à ma famille. Au lieu de cela, j'ai roulé sans but à travers Annecy, jusqu'à me retrouver sur le parking vide de la petite église, celle que Carole et moi avions fréquentée pendant plus de 30 ans. La neige recouvrait les vitraux. J'ai coupé le moteur. Pendant 10 minutes, j'ai serré le volant si fort que j'en avais mal aux mains. Puis, j'ai entendu la voix de Carole, comme c'était toujours le cas lorsque j'étais sur le point de faire une erreur, si la colère prend la première décision, c'est généralement le regret qui prend la dernière. J'ai appuyé mon front contre le volant. Le temps que je rentre à la maison, le ciel à l'est commençait à devenir gris. Émilie et Lily dormaient. J'ai préparé une nouvelle cafetière, et je me suis assis seul à la table de la cuisine, jusqu'au lever du soleil. Je ne préparais pas une vengeance. Je préparais une protection. Et une pensée refusait de quitter mon esprit. Cédric avait agi avec beaucoup trop d'assurance. Il s'était comporté comme s'il était déjà le seul propriétaire de cette maison. S'il croyait cela, alors, soit quelqu'un lui avait menti, soit quelqu'un avait enfreint la loi. Le lundi suivant l'emménagement d'Émilie et Lily chez moi, la vie a pris une routine un peu étrange. Émilie a pris un congé de son poste d'institutrice de CM1, à l'école primaire des Tilleuls. Elle a expliqué au directeur qu'elle avait besoin de quelques semaines, pour gérer une urgence familiale. Heureusement, ils la connaissaient depuis des années, et ils n'ont pas posé beaucoup de questions. Lily s'est adaptée plus vite que les adultes. Les enfants sont drôles de cette façon.
En quelques jours, elle avait revendiqué mon fauteuil inclinable comme le fauteuil de lecture de papy. Elle avait aligné ses peluches sur mon canapé, et m'avait informé que ma chambre d'amis était désormais notre chambre. Ça aurait dû me faire sourire. Au lieu de ça, cela me rappelait la raison pour laquelle elles étaient là. Un matin, j'ai trouvé Émilie debout devant la fenêtre de ma cuisine, avant le lever du soleil. Elle tenait une tasse de café, mais n'en avait pas bu une gorgée. « Tu n'as pas beaucoup dormi. » Elle a haussé les épaules. Je n'arrête pas de penser que je vais me réveiller à la maison. Puis, elle m'a regardé. J'aurais peut-être dû le voir venir. Je me suis approché, et j'ai posé une main sur son épaule. Non, c'est moi qui aurais dû. Elle a froncé les sourcils. Papa. J'aimais bien Cédric. Je l'ai dit parce que c'était vrai. L'homme qui avait épousé ma fille n'était pas un marginal. Il travaillait comme directeur régional des ventes, pour une entreprise de matériaux de construction. Il portait des chemises repassées, entraînait le club de foot local pendant l'été, et n'oubliait jamais les anniversaires. Du moins, c'est ce que je pensais. Avec le recul, il y avait eu des signes, de petits détails. Il n'aimait jamais quand Émilie gérait les finances de la famille. Il insistait toujours pour ouvrir le courrier. Chaque fois qu'elle posait des questions sur l'argent, il répondait « Je m'en occupe ». À l'époque, ça semblait responsable. Maintenant, ça semblait manipulateur. Cet après-midi-là, au lieu d'appeler un avocat immédiatement, j'ai passé un simple coup de fil. Henri Bernard a décroché à la deuxième sonnerie. Jacques Moreau, toujours en vie. Il a ri. À peine. J'ai besoin d'une faveur. Henri avait pris sa retraite du bureau des hypothèques de Haute-Savoie, près de 3 ans plus tôt. Nous nous étions rencontrés il y a des décennies, lorsque j'avais installé un nouveau système de chauffage dans ses bureaux. Au fil des années, nous étions restés en contact, principalement autour d'un café, dans un bistrot de l'avenue d'Albigny, tous les quelques mois. Quel genre de faveur ? J'ai besoin de savoir à qui appartient la maison de ma fille. Il est devenu silencieux. Viens me voir. 1 heure plus tard, je me suis garé sur le parking d'un petit café de quartier, où la moitié des clients semblaient retraités. Henri était déjà là. La même barbe grise, les mêmes lunettes à monture métallique, la même habitude de remuer son café, longtemps après que le sucre se soit dissous. Après avoir passé commande, je lui ai tout raconté. Il a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai terminé, il a fouillé dans sa mallette, et en a sorti un bloc-notes juridique. Donne-moi l'adresse. Il a disparu pendant environ 15 minutes pour passer quelques appels. À son retour, son expression avait changé. L'acte de propriété n'a pas été modifié. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux dire qu'Émilie est toujours enregistrée comme propriétaire légale. Je me suis penché en avant. Donc, Cédric ne peut pas la mettre à la porte. Henri a secoué la tête. Pas légalement. Il a baissé la voix. Si ce qu'Émilie t'a raconté est exact, ce n'était pas seulement cruel. C'était très probablement une expulsion illégale. Pour la première fois depuis cette nuit enneigée, j'ai ressenti autre chose que de la colère, de l'espoir. Pas parce que les choses devenaient plus faciles. Mais parce que les faits se moquent bien de savoir qui crie le plus fort. Henri a tapoté la table. Jacques, soit ton gendre ne comprend pas la loi, soit il pense que personne d'autre ne la comprend. Sur le chemin du retour, j'ai appelé Émilie. Ne signe rien du tout. Je n'en avais pas l'intention. Si Cédric te pose des questions, ne réponds pas. Elle a fait une pause. Il l'a déjà fait. Quoi ? Il m'a envoyé un message hier. Qu'est-ce qu'il a dit ? Elle a ouvert ses messages et les a lus à voix haute. Rendons les choses faciles. Tu sais que la maison est à moi. Si tu coopères, je te laisserai récupérer tes vêtements. Puis, un autre message. Les avocats ne feront que rendre tout ça hors de prix. J'ai éclaté de rire. Émilie semblait surprise. Qu'est-ce qu'il y a de drôle ? Il est nerveux. Non, il a l'air confiant. C'est exactement pour ça. Les gens qui ont vraiment toutes les cartes en main, l'annoncent rarement.
J'ai passé la semaine suivante à rassembler des documents, des relevés de prêts immobiliers. Émilie avait encore des déclarations d'impôts, des documents d'assurance, et des avis bancaires qu'elle n'avait jamais pris la peine d'ouvrir, parce que Cédric s'occupait toujours des factures. Un soir, après que Lily soit allée se coucher, Émilie a étalé tous les papiers sur la table de ma salle à manger. Je me sens stupide. J'ai levé les yeux des documents. D'avoir fait confiance à mon mari. Tu as fait confiance à ton mariage. Il y a une différence. Elle a fixé une enveloppe non ouverte. Je ne sais même pas ce que la moitié de ces trucs veut dire. Tu n'en as pas besoin. C'est pour ça qu'on va engager quelqu'un dont c'est le métier. Le lendemain matin, nous avons rencontré Sylvie Gauthier, une avocate spécialisée en droit de la famille, en centre-ville. Elle avait probablement la fin de la cinquantaine. Pragmatiste. Aucune promesse théâtrale. Elle a écouté pendant près d'une heure, avant de poser sa première question. Madame Collin. Émilie l'a interrompu doucement. J'utilise de nouveau mon nom de jeune fille, Moreau. Sylvie a souri. Très bien. Puis, elle nous a regardés tous les deux. J'ai besoin d'une honnêteté totale. S'il y a quoi que ce soit d'embarrassant, dites-le moi maintenant. Émilie a hoché la tête. Il n'y a rien. Sylvie a commencé à examiner les documents. Toutes les quelques minutes, elle prenait une nouvelle note. Finalement, elle s'est arrêtée. Le solde de ce prêt immobilier n'est pas logique. Elle a comparé deux relevés. Avez-vous refinancé le prêt? Émilie a cligné des yeux. Non. Sylvie a froncé les sourcils. Le montant de l'emprunt a augmenté. Émilie avait l'air confuse. Je n'ai jamais signé de papier de refinancement. Sylvie s'est figée. En êtes-vous absolument certaine? Oui. L'avocate a tourné un document vers nous. Près du bas de la page, il y avait la signature d'Émilie, ou du moins, quelque chose qui prétendait être sa signature. Émilie l'a fixé. Je n'ai pas écrit ça. Sylvie a hoché lentement la tête. C'est bien ce que je pensais. Elle a attrapé un autre dossier. Monsieur Moreau, votre fille a-t-elle déjà signalé une usurpation d'identité? Non. Elle va peut-être devoir le faire. La pièce a soudainement semblé plus petite. Sylvie a expliqué que des documents hypothécaires falsifiés n'étaient pas seulement un problème de divorce. Si c'était prouvé, cela pourrait devenir une affaire pénale. Elle n'avait pas l'air enthousiaste. Elle avait l'air inquiète. Nous aurons besoin de copies certifiées conformes. Il nous faudra des experts en graphologie. Et nous devons avancer très prudemment. Sur le chemin du retour, mon téléphone a vibré. Cédric. J'ai failli l'ignorer. Au lieu de cela, j'ai répondu « Quoi ?» Sa voix portait cette même confiance arrogante que j'avais toujours détestée. Tu dois dire à Émilie d'arrêter de faire perdre du temps à tout le monde. Je ne lui dirai rien du tout. Tu ne comprends pas. Non, je comprends parfaitement. Il a ri. Elle n'a aucune chance. J'ai regardé à travers le pare-brise, observant le ciel gris de Haute-Savoie. Tu en es sûr? Je sais ce qui m'appartient. Après qu'il ait raccroché, je suis resté assis dans mon pick-up pendant plusieurs minutes. Mon instinct me dictait de foncer directement à son bureau, de le regarder dans les yeux, de lui demander comment il était devenu ce genre d'homme. Au lieu de cela, je suis rentré chez moi, j'ai préparé du café frais, et j'ai commencé à classer chaque document par date. Carole avait l'habitude de me dire que les problèmes complexes deviennent gérables, dès qu'on arrête de les regarder tous en même temps. Une page, un coup de fil, un fait à la fois. 3 jours plus tard, Sylvie a appelé. « Jacques, vous devriez vous asseoir. » Qu'y a-t-il? La banque a localisé un autre document de refinancement. Mon estomac s'est noué. Il y avait un témoin. Qui? Un silence. Puis, elle a répondu. Nadine Collin. J'ai fermé les yeux. La mère n'avait pas seulement encouragé ce qui s'était passé. Elle avait peut-être aidé à le rendre possible. Et soudain, la nuit où Émilie avait été jetée dans la neige,
ressemblait moins à un coup de sang émotionnel, et davantage à l'étape finale d'un plan qui se préparait depuis des mois. La veille de Noël est arrivée, apportant 15 centimètres de neige fraîche. Le quartier ressemblait à l'une de ces cartes de vœux que Carole achetait chaque mois de décembre. Des toits blancs, de la fumée s'échappant des cheminées, des couronnes accrochées aux portes d'entrée. De l'extérieur, tout paraissait paisible. À l'intérieur de ma maison, c'était une autre histoire. Lily se tenait près de la fenêtre du salon dans son petit pyjama rouge, regardant les flocons glisser contre la vitre. « Papy ? » ?»« Oui, ma chérie. »« Est-ce que le Père Noël saura que j'habite ici maintenant ?» J'ai souri. « Il te trouvera. »« Comment ?» Je me suis agenouillé près d'elle. Le Père Noël fait ça depuis très longtemps. Il est encore plus vieux que papy. Cela m'a valu un tout petit rire. Je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un de plus vieux que toi. Émilie a ri pour la première fois depuis des jours. Ce n'était pas grand-chose, mais ça ressemblait à de l'espoir. Nous avons essayé de rendre ce Noël aussi normal que possible. Émilie a préparé des biscuits en suivant la recette de Carole. Lily a insisté pour les décorer avec tellement de perles en sucre, qu'ils ressemblaient à peine à des biscuits. La musique de Noël jouait doucement sur la vieille radio de ma cuisine. Pendant quelques heures, la vie a presque semblé familière. Puis, le téléphone d'Émilie a vibré. Elle a jeté un coup d'œil à l'écran, et l'a immédiatement verrouillé. Qu'est-ce que c'est ? Rien. Ce n'était pas rien. Elle a hésité. Nadine a posté des photos de Noël. Émilie m'a tendu le téléphone. Ils étaient là. Cédric, Nadine, Claire, posant devant le sapin de Noël d'Émilie, celui qu'elle avait passé tout un samedi à décorer avec Lily. Claire portait le pull vert que la sœur d'Émilie lui avait offert de Noël plus tôt. Nadine avait écrit « Rien de mieux que de passer Noël avec les personnes qui sont vraiment faites pour être ensemble ». Près de 200 personnes avaient liké. Quelqu'un avait commenté « Magnifique famille ». Ma mâchoire s'est crispée. Émilie a doucement repris le téléphone. Je n'aurais jamais dû regarder. Elle s'est éloignée dans le couloir, avant que je ne puisse dire un mot. Quelques secondes plus tard, je l'ai entendue pleurer. Pas fort, juste assez pour qu'un père sache que sa fille essaie de cacher ses larmes. Plus tard dans l'après-midi, alors que Lily jouait par terre avec ses livres de coloriage, elle a soudainement regardé autour d'elle. Mon lapin. Émilie a arrêté d'emballer les cadeaux. Quel lapin ? Mon lapin pour dormir. Le lapin en peluche. Nous nous sommes figés tous les deux. Émilie a regardé vers moi. J'ai cru la voir déglutir. Je crois qu'on l'a oublié. Le petit visage de Lily s'est décomposé. Je ne peux pas dormir sans lapin. Émilie s'est immédiatement levée. J'y vais. Non. J'ai attrapé mon manteau. Je m'en occupe. Papa, tu n'es pas obligé. Je sais, mais je vais le faire. Le trajet à travers Annecy m'a pris environ 20 minutes. Les illuminations de Noël brillaient dans presque tous les quartiers. Les gens portaient des cadeaux emballés, entrant dans des maisons chaleureuses. Les familles se réunissaient autour des tables de fête. Je me suis demandé combien d'entre eux mesuraient la chance qu'ils avaient. La maison de Cédric était plus éclairée que je ne l'avais jamais vue. Des voitures étaient garées des deux côtés de la rue. J'en ai compté au moins 9, donc toute la famille Collin célébrait l'événement. Je me suis garé un demi-pâté de maison plus loin. Je suis resté assis en silence pendant 1 minute. Puis, j'ai pris le lapin de rechange de Lily, celui que j'avais acheté des années auparavant. Pas parce que je m'attendais à repartir avec l'original, mais parce que je savais qu'elle aurait besoin de quelque chose, si je ne pouvais pas le récupérer. En avançant vers le perron, j'entendais des rires à l'intérieur. Quelqu'un chantait en chœur sur une musique de Noël. J'ai frappé. Les rires se sont arrêtés. Nadine a ouvert la porte. Pendant un instant, elle a eu l'air sincèrement surprise. Puis, elle a souri. Pas d'un sourire bienveillant. Le genre de sourire que les gens affichent, quand ils pensent avoir déjà gagné. Eh bien, joyeux Noël. Je voudrais le lapin de Lily. Nadine s'est appuyée contre l'encadrement de la porte.
Je ne vois pas de quoi vous parlez. Avant que je puisse répondre, Cédric est apparu derrière elle. Qu'est-ce qui se passe? Il m'a vu. Son sourire a disparu. Qu'est-ce que tu veux? Lily a oublié son lapin en peluche. Il a haussé les épaules. Et alors? Alors, elle a 3 ans, et elle aimerait le récupérer. Claire est apparue dans le couloir. Elle avait l'air mal à l'aise. Très différente de la femme qu'Émilie avait décrite le premier soir. Elle ne souriait plus. Elle a doucement demandé à Cédric, c'est son père? Il l'a ignoré. Nadine a croisé les bras. Je pense que vous en avez déjà eu assez. Vous vous complaisez dans votre petite crise de pitié depuis près de 2 semaines. Je l'ai regardé droit dans les yeux. C'est la veille de Noël. Je demande juste le jouet d'une enfant. Elle a ouvert la bouche pour protester. Mais à ce moment-là, un petit garçon, probablement un des neveux de Cédric, a traversé le couloir en courant, tenant le lapin en peluche de Lily. Mon cœur s'est serré. Il était sale. Une oreille avait presque été arrachée. Le garçon l'a lancé à travers la pièce, comme un ballon de rugby. Il sent bizarre. Claire avait l'air horrifiée. Elle l'a ramassé, l'a soigneusement épousseté, puis s'est approchée et me l'a tendu sans dire un mot. Merci, lui ai-je dit. Elle a hoché la tête en silence. Derrière elle, Cédric a levé les yeux au ciel. On a fini, maintenant? J'ai glissé le lapin à l'intérieur de mon manteau. Ensuite, j'ai regardé chaque adulte présent dans ce couloir. Il devait y avoir 15 personnes qui regardaient. Certains évitaient mon regard. D'autres avaient l'air gênés. Personne n'a défendu ce qui s'était passé. Finalement, Nadine a ri. Alors, vous avez fini par accepter la réalité. J'ai souri. Pas parce qu'il y avait de quoi rire. Mais parce que je venais soudainement de comprendre quelque chose. Les gens qui humilient les autres en privé, s'attendent presque toujours à être applaudis en public. Non, ai-je dit calmement. J'ai simplement appris quelque chose. Quoi donc? La vérité arrive généralement plus tard que le mensonge. Personne n'a parlé. Même Cédric avait l'air confus. J'ai incliné la tête poliment. Joyeux Noël. Puis, je suis parti. Pas de grands discours, pas de menaces, pas de cris. À mi-chemin dans l'allée, j'ai entendu des rires derrière moi. Quelqu'un a plaisanté en disant que j'avais enfin abandonné. Quelqu'un d'autre a ajouté qu'Émilie aurait dû signer les papiers depuis des semaines. Je ne me suis jamais retourné. De retour à la maison, Lily a serré le lapin si fort, que j'ai cru qu'elle ne le lâcherait plus jamais. Il est rentré à la maison. Oui, tout à fait. Émilie a examiné l'oreille déchirée. Ses yeux se sont à nouveau remplis de larmes. Ils ont laissé des enfants jouer avec. J'ai hoché la tête. Elle a doucement recousu l'oreille, pendant que Lily regardait des dessins animés. Bizarrement, cette petite réparation m'a brisé le cœur plus que tout le reste cette semaine-là. 3 jours plus tard, le 27 décembre, j'étais en train de remplacer une ampoule grillée dans mon garage quand mon téléphone a sonné. C'était Sylvie. Vous devez venir à mon bureau. De bonnes nouvelles? Je pense que oui. 1 heure plus tard, elle a posé 2 enveloppes certifiées sur son bureau. L'une venait de l'organisme de crédit, l'autre du procureur de la République. Je les ai dévisagées. Que s'est-il passé? La banque a terminé son examen préliminaire. Ils ont trouvé suffisamment d'irrégularités pour ouvrir une enquête officielle pour fraude. Avant que je puisse répondre, Sylvie a fait glisser un autre document vers moi. Il y a autre chose. Elle a fait une pause. Nous avons assigné Claire à comparaître. J'ai levé les yeux. Elle a accepté? Pas exactement. Sylvie a croisé les mains. Elle a engagé un avocat. Bien. Son avocat a demandé des copies des documents hypothécaires. Sylvie m'a lancé un long regard. Apparemment, Cédric avait dit à Claire qu'il était déjà divorcé. J'ai cligné des yeux. Il ne l'était pas. Sylvie a presque souri. Il n'avait même pas déposé la demande.
Pour la première fois, j'ai réalisé que Cédric n'avait pas seulement trahi Émilie. Il avait bâti toute sa nouvelle vie sur des mensonges. Et une fois qu'un premier mensonge commence à s'effondrer, les autres ne restent pas debout très longtemps. Le temps que janvier glisse vers février, j'avais appris une chose que j'aurais préféré ne jamais avoir, à savoir, la justice, c'est énormément de paperasse. À la télévision, on a l'impression qu'une simple plaidoirie dramatique au tribunal change tout. La vraie vie ne fonctionne pas comme ça. La vraie vie, ce sont des appels téléphoniques qui ne sont pas retournés avant le mardi suivant. Ce sont de longues attentes dans des salles, avec du café rassis. C'est signer son nom sur document après document, jusqu'à en avoir des crampes à la main. C'est payer des factures d'avocats, qui vous nouent l'estomac. Et c'est se réveiller chaque matin, en espérant que personne n'a abandonné. Ces mois-là nous ont tous mis à l'épreuve. Émilie a commencé à voir un psychologue tous les mercredis après-midi. Au début, elle ne le voulait pas. Je n'ai pas besoin d'une thérapie, m'a-t-elle dit un soir, alors que nous débarrassions la table après le dîner. J'ai besoin de retrouver ma vie. Je lui ai tendu une autre assiette à essuyer. Parfois, ces deux choses s'aident mutuellement. Elle a baissé les yeux sur le torchon. Je déteste l'idée qu'il ait encore le pouvoir de m'affecter. J'ai hoché la tête. Moi aussi. Mais faire semblant que tu vas bien, ne le rendra pas plus petit. Quelques semaines plus tard, elle a admis que les séances l'aidaient. Pas parce qu'elles effaçaient ce qui s'était passé, mais parce qu'elles l'aidaient à arrêter de se blâmer. Et ça, c'était important. Lily avait sa propre façon de gérer les choses. La première fois que j'ai accidentellement claqué la porte d'entrée, après avoir rentré les courses, elle a hurlé. Pas pleuré. Hurlé. Elle a fait tomber le livre de coloriage qu'elle tenait, et a couru se cacher directement sous la table de la salle à manger. Émilie s'est précipitée. Lily, tout va bien. Pas de réponse. Émilie a rampé sous la table avec elle. Je suis resté à ma place. Parfois, les enfants ont davantage besoin de leurs parents, que de leurs grands-parents. Après plusieurs minutes, j'ai entendu Lily chuchoter quelque chose. Émilie a levé les yeux vers moi, les larmes aux yeux. Elle a cru que quelqu'un nous obligeait à partir, encore une fois. Je suis sorti avant que l'une d'elles ne puisse voir mon visage. L'air froid de février m'a frappé de plein fouet. Je suis resté sur le perron pendant un long moment. Une enfant de 3 ans ne devrait pas avoir peur d'une porte qui se ferme. Le processus judiciaire avançait à pas de tortue. Sylvie appelait presque chaque semaine, pour nous donner une nouvelle mise à jour ou nous annoncer un nouveau retard. Généralement les deux. Un mardi après-midi, elle nous a invités, Émilie et moi, dans son bureau. Je veux vous préparer à quelque chose. Aucun de nous n'a aimé le ton de sa voix. Cédric a pris un nouvel avocat. Qu'est-ce que ça veut dire, a demandé Émilie. Ça veut dire qu'il a engagé quelqu'un de très expérimenté. Sylvie a fait glisser une carte de visite sur le bureau. J'ai immédiatement reconnu le nom. Maître Michel Garel, l'un des avocats en droit civil les plus réputés d'Annecy. Il n'est pas donné, ai-je fait remarquer. Non. Sylvie a croisé les mains. Et il est très bon. Les épaules d'Émilie se sont affaissées. Donc, on va perdre? Sylvie a répondu avant moi. Non. Mais ça ne sera plus facile désormais. Elle avait raison. En l'espace de 2 semaines, tout s'est compliqué. La stratégie de Maître Garel était simple. Émilie avait signé les documents de son plein gré. Si elle ne s'en souvenait pas, ce n'était pas la faute de Cédric. Il affirmait qu'elle avait tout simplement oublié. Ensuite, il a suggéré qu'elle n'avait pas prêté attention à ses propres finances. Lire ces allégations m'a fait bouillir le sang. Émilie avait l'air dévastée. Les gens vont vraiment croire ça. J'ai tendu le bras au-dessus de la table et j'ai serré sa main. Certains le pourraient. Mais les preuves ne sont pas un concours de popularité. Le problème, c'est qu'à ce stade, nous n'avions toujours pas assez d'éléments. L'expert en graphologie pensait que la signature était falsifiée. Il le pensait, il ne l'avait pas prouvé. La banque soupçonnait une fraude. Il soupçonnait, mais ne confirmait pas. Sylvie est restée calme. Les affaires comme celle-ci se gagnent avec de la patience.
J'ai souri faiblement. J'espérais que vous diriez quelque chose de plus réconfortant. Elle a ri. Je sais. Quelques jours plus tard, j'ai bien failli tout gâcher. J'étais à la supérette du coin pour acheter du lait et des croquettes pour chien, quand j'ai aperçu Cédric. Il se tenait près des caisses, riant avec un autre homme comme si de rien n'était. Comme si Émilie n'avait pas passé des semaines à se réveiller en larmes. Comme si Lily n'avait plus peur des portes verrouillées. Il m'a vu, et il a souri d'un air suffisant. Il m'a vraiment fait ce petit sourire narquois. Puis, il m'a fait un petit signe de la main. Je ne me souviens pas avoir poussé mon caddie. Une seconde plus tôt, j'étais dans le rayon des surgelés. La seconde suivante, je me tenais à 3 mètres de lui. Il avait l'air amusé. « Jacques ?» Je n'ai pas répondu. « Vous allez bien ?» Toujours ce sourire. J'ai fait un autre pas. Pendant un dangereux instant, je me suis imaginé l'attraper par son manteau d'hiver hors de prix, et lui demander quel genre de père jette sa propre enfant dans la neige. Au lieu de cela, j'ai de nouveau entendu Carole. Pas de manière magique. Juste le souvenir de ce qu'elle m'avait dit un jour, après qu'un client difficile m'ait hurlé dessus, des décennies auparavant, à la seconde où tu perds le contrôle, tu leur donnes le contrôle. Je me suis retourné, j'ai laissé mon chariot de course exactement où il était, et je suis sorti. Mes mains ont tremblé pendant tout le trajet du retour. Ce soir-là, j'ai tout avoué à Émilie. J'ai failli le frapper. Elle m'a regardé un long moment. Puis elle a dit doucement, « Je suis heureuse que tu ne l'aies pas fait. » Moi aussi. Le mois de mars est arrivé, avec ses rues boueuses et ses plaques de neige sale fondant dans les caniveaux. Un après-midi, Sylvie a appelé. « Pouvez-vous passer au bureau ?» Sa voix semblait différente. Pas inquiète, mais curieuse. Lorsque nous sommes arrivés, Émilie et moi, une autre femme était assise dans la salle de conférence. Elle s'est levée à notre entrée. Il m'a fallu une seconde pour la reconnaître. Claire. Elle avait l'air épuisée. Pas de maquillage, les cheveux tirés en arrière. Rien à voir avec la femme souriante des photos de Noël. Son avocat était assis à côté d'elle. Claire a regardé directement Émilie. « Je suis désolé. » Émilie n'a pas répondu. Claire a hoché la tête, comme si elle s'y attendait. Puis, elle a ouvert une grande enveloppe. J'ai tout apporté. Les virements bancaires, les relevés de cartes de crédit, les SMS, les emails, et même des captures d'écran imprimées de nos conversations. Sylvie a lentement commencé à trier les documents. La pièce devenait de plus en plus silencieuse à chaque page tournée. Claire a finalement repris la parole. Je ne suis pas venue parce que je suis soudainement devenu quelqu'un de bien. Personne ne l'a contredite. Je suis venue parce que j'ai découvert qu'il me mentait, à moi aussi. Elle a pris une lente inspiration. Il m'a dit qu'il était divorcé. Il m'a dit que l'argent du refinancement venait de la vente d'un bien immobilier d'investissement. Elle a baissé les yeux. Je l'ai cru. Son avocat a pris la relève. Ma cliente coopère pleinement. Elle tient à ce qu'il soit bien compris, qu'elle n'a reçu aucun conseil juridique de la part de M. Collin, concernant ses transactions financières. Sylvie a hoché la tête. J'en prends bonne note. Claire s'est tournée de nouveau vers Émilie. J'aurais dû poser plus de questions. Émilie a fini par répondre. Oui, tu aurais dû. Il n'y a pas eu de cri, ni de confrontation dramatique. Juste 2 femmes assises l'une en face de l'autre. L'une portant des blessures fraîches, l'autre portant des regrets. 3 jours plus tard, Sylvie a rappelé. Cette fois, elle ne s'est pas embarrassée de banalité. Ils ont émis le mandat. Je me suis assis à la table de ma cuisine. Quel chef d'inculpation? Le procureur a validé les chefs de fraude hypothécaire et de faux en écriture. J'ai fermé les yeux. Des mois d'attente, des mois de doute. Des mois à me demander si la vérité finirait par avoir de l'importance. Et maintenant, c'était enfin le cas. Ce soir-là, juste après le dîner, mon téléphone a sonné. Le nom d'Émilie a clignoté sur l'écran. J'ai répondu immédiatement. Papa. Elle pleurait. Des larmes différentes cette fois. Ils l'ont arrêtée.
par la fenêtre de ma cuisine, j'ai vu que les premiers rouges-gorges du printemps étaient de retour. Pour la première fois depuis cette nuit amère de décembre, j'ai eu l'impression que l'hiver commençait enfin à lâcher prise. Début mai, les arbres autour d'Annecy avaient enfin retrouvé leur verdure. La neige avait disparu. Le froid mordant avait été remplacé par des matinées douces, et par l'odeur de l'herbe fraîchement coupée. Ça m'étonnait toujours de voir à quel point le monde pouvait continuer de tourner, alors que des gens essayaient encore de recoller les morceaux de leur vie. L'affaire pénale et la procédure de divorce avaient suivi deux voies séparées. L'avocat de Cédric s'est battu bec et ongles sur chaque détail. Mais une fois que les rapports des experts en graphologie, des enquêteurs bancaires et les registres numériques ont été réunis, les faits ont dressé un tableau difficile à contester. Malgré tout, Sylvie nous a rappelé de ne pas crier victoire trop tôt. Ce sont les preuves qui gagnent les procès, a-t-elle dit. Pas la confiance. L'audience concernant les mesures provisoires, la garde, le domicile et les questions financières, était programmée pour un mardi matin, au tribunal de grande instance. Émilie a très peu dormi la nuit précédente. Vers 6 heures ce matin-là, je l'ai trouvée assise sur la terrasse, à l'arrière de la maison, une couverture enroulée autour des épaules. Elle regardait le jardin, là où le petit tricycle en plastique de Lily était garé, près du potager. « Et si je reste paralysée ?» a-t-elle demandé. « Tu ne le seras pas. »« Et si j'oublie quelque chose ?»« Tu n'oublieras pas. »« Et s'ils me font passer pour une folle ?» Je me suis assis à côté d'elle. « Ils vont te poser des questions. Réponds-y, tout simplement. Tu n'as pas besoin d'être parfaite. Tu as seulement besoin de dire la vérité. » Elle m'a regardé. « J'aimerais que maman soit là. » J'ai dégluti. Moi aussi. Nous sommes restés silencieux une minute de plus, avant que je ne sourie. Mais connaissant ta mère. Émilie a ri doucement à travers ses larmes. Elle nous dirait probablement d'arrêter de nous inquiéter, et de manger notre petit déjeuner. C'est tout à fait elle. Le parking du tribunal se remplissait déjà lorsque nous sommes arrivés. Les gens se pressaient vers l'entrée, portant des mallettes et des gobelets de café. Certains avaient l'air nerveux. D'autres semblaient en colère, ou avaient simplement l'air fatigués. Le tribunal aux affaires familiales n'est pas un endroit où la plupart des gens arrivent lors du plus beau jour de leur vie. À l'intérieur, la sécurité a passé nos téléphones au scanner. Le couloir, à l'extérieur de la salle d'audience, bourdonnait de conversations à voix basse. Puis, je les ai vus. Nadine se tenait près de la fenêtre. Elle portait un tailleur bleu marine, et suffisamment de parfum pour que je puisse la sentir à 5 mètres de distance. Elle a croisé les bras dès l'instant où elle nous a repérés. Cédric se tenait à côté de son avocat. Il paraissait plus maigre. Sa montre hors de prix avait disparu. Tout comme l'assurance que j'avais vue à la supérette. L'espace d'un instant, nos regards se sont croisés. Il a détourné les yeux le premier. Cela m'en disait bien plus que n'importe quel mot. L'audience a commencé pile à 9 heures. Le juge est entré. Tout le monde s'est levé. En quelques minutes, la pièce a adopté le rythme régulier des témoignages, des documents et des arguments juridiques. Sylvie a présenté la chronologie des événements avec soin. Pas de théâtralité, juste des faits. Les registres de propriété, les documents hypothécaires, les relevés bancaires, les relevés téléphoniques, les emails, l'analyse graphologique certifiée. Chaque pièce s'emboîtait, comme une nouvelle section d'un puzzle. Maître Garel a contesté tout ce qu'il pouvait raisonnablement contester. Il a remis en question les dates, les procédures, la mémoire des témoins. Mais les faits ont cette fâcheuse tendance à résister au contre-interrogatoire. Puis, Émilie a pris place à la barre des témoins. Je n'avais jamais été aussi fier de ma fille. Elle n'a pas essayé de paraître dramatique. Elle n'a pas exagéré. Elle a simplement répondu à chaque question honnêtement. Sylvie a demandé d'une voix douce, « Que s'est-il passé le 12 décembre ?» Émilie a pris une lente inspiration. Mon mari a introduit une autre femme dans notre maison. Que s'est-il passé ensuite? Ma belle-mère a mis nos affaires dans des sacs poubelles. Et ensuite, mon mari a verrouillé la porte d'entrée derrière nous. Sylvie a fait une pause. Qui était avec vous? Ma fille. Quel âge avait-elle?
3 ans. La salle d'audience est devenue très silencieuse. Qu'a fait Lily? Émilie a baissé les yeux une seconde. Elle a frappé à la porte. Qu'a-t-elle dit? La voix d'Émilie a presque disparu. Papa. Il n'y a pas eu d'autres questions pendant plusieurs secondes. On pouvait entendre quelqu'un remuer sur son siège, au dernier rang. Une greffière s'est discrètement raclé la gorge. Même le juge Martin a retiré ses lunettes un instant. Aucun avocat n'aurait pu surenchérir sur ce silence. Plus tard dans l'après-midi, Claire a témoigné. Elle n'était pas là parce qu'elle voulait se venger. Elle n'était pas là parce qu'elle était devenue amie avec Émilie. Elle était là, parce qu'elle avait compris qu'elle avait elle aussi été trompée. Son avocat avait négocié une immunité partielle concernant les aspects financiers, pour lesquels les enquêteurs avaient conclu qu'elle avait participé à son insu. Sylvie a demandé « Qu'est-ce que M. Collin vous a dit, avant que vous n'emménagiez dans la maison ?» Claire a répondu clairement « Il m'a dit qu'il était divorcé. » Des documents de divorce avaient-ils été déposés à ce moment-là? Non. Saviez-vous que Madame Collin restait copropriétaire légale du bien? Non. Saviez-vous que les documents de refinancement contenaient une signature falsifiée? Non. Maître Garel a essayé de suggérer que Claire modifiait son histoire pour se protéger. Elle n'a pas argumenté. Elle a simplement répondu à chaque question. Non, je ne savais pas. J'aurais dû poser des questions. Je ne l'ai pas fait. Ce n'était pas théâtral. Cela ressemblait à quelqu'un qui admettait une erreur. Ironiquement, cela l'a rendu d'autant plus crédible. Puis, Nadine a décidé de prendre la parole. Personne ne le lui avait demandé. Elle s'est penchée en avant depuis son siège, et a interrompu Sylvie pendant son interrogatoire. C'est ridicule. Le juge Martin l'a regardé par-dessus ses lunettes. Madame Collin, vous aurez l'occasion de vous exprimer si cela s'avère approprié. Elle l'a ignoré. Mon fils a travaillé dur pour obtenir tout ce qu'il a. Nouvelle interruption. La voix du juge est restée calme. Madame Collin, si vous intervenez encore une fois, vous serez expulsée de ce tribunal. Elle s'est finalement assise, mais sans pouvoir cacher la colère sur son visage. Pour la première fois depuis que je la connaissais, elle ne contrôlait plus la pièce. La pièce avait continué d'avancer sans elle. En fin d'après-midi, le juge a rendu plusieurs décisions provisoires. Émilie a obtenu la résidence principale de l'enfant pour la durée de la procédure. La jouissance exclusive du domicile conjugal lui a été accordée, en attendant le partage définitif des biens. Cédric a reçu l'ordre de continuer à verser une pension alimentaire, selon l'ordonnance temporaire du tribunal. Le juge a également souligné la gravité des preuves concernant les allégations de fraude hypothécaire, en expliquant que ces questions continueraient d'être traitées séparément, au niveau pénal. Ce n'était pas la fin de l'histoire, mais c'était une étape majeure. Plus important encore, Émilie n'avait plus à se demander si quelqu'un allait la croire. La justice, elle, l'avait cru. À l'extérieur du tribunal, des journalistes locaux attendaient près des marches. L'enquête pénale avait attiré plus d'attention que la plupart des affaires de divorce. Les micros sont apparus presque immédiatement. Un journaliste s'est approché de Nadine. « Madame Collin, avez-vous un commentaire concernant la décision d'aujourd'hui ?» Elle a pointé son doigt directement vers moi. « Ce vieil homme a détruit notre famille. » Plusieurs caméras se sont tournées vers moi. L'espace d'une seconde, j'ai envisagé de ne rien dire. Puis, je me suis souvenu de Lily debout dans la neige. Je me suis avancé juste assez pour répondre. Non. J'ai gardé ma voix calme. Vous avez détruit votre propre famille la nuit où vous avez enfermé votre petite fille dehors, en plein milieu de l'hiver. Personne ne m'a interrompu. Personne ne l'a défendu. Même les journalistes sont restés silencieux un instant, avant de baisser leur micro. Nadine a ouvert la bouche comme si elle voulait protester. Mais aucun son n'est sorti. Au cours des semaines suivantes, les choses ont changé discrètement. Émilie souriait plus souvent. Elle a repris l'enseignement à temps partiel. Lily a arrêté de demander si elle allait devoir quitter la maison de papy. Puis, un vendredi après-midi, alors que je finissais de planter des tomates dans mon jardin,
j'ai remarqué un vieux pick-up qui tournait lentement dans mon allée. J'ai immédiatement reconnu le conducteur. Cédric. Il s'est garé, a coupé le moteur. Et, pendant près d'une minute entière, il est simplement resté assis là. Quand il est enfin sorti de la voiture, il était seul. Pas d'avocat, pas de mère, pas de public. Je n'avais aucune idée de la raison de sa venue. Mais quelque chose me disait que cette conversation serait très différente de toutes celles que nous avions eues auparavant. Pendant un long moment, Cédric est resté debout, près de son pick-up. Le soleil de l'après-midi était chaud, le genre de journée printanière qui vous fait oublier à quel point l'hiver peut être brutal. Mes plants de tomates avaient enfin pris racine. Le petit arrosoir rose de Lily était posé près du potager, à moitié plein, parce qu'elle avait tenu à aider papy. La vie avait recommencé à paraître ordinaire. Et j'avais appris à ne plus jamais prendre l'ordinaire pour acquis. Cédric a marché lentement vers moi. Il avait l'air plus vieux que dans mes souvenirs. Pas à cause de cheveux gris, mais à cause de tout le reste. Les vêtements chers avaient disparu. Au lieu de chaussures de ville cirées, il portait des chaussures de sécurité usées. Ses épaules s'affaissaient d'une manière que je ne lui connaissais pas. Jacques. J'ai posé mon transplantoire. Cédric. Aucun de nous n'a parlé pendant plusieurs secondes. Finalement, il a fait un signe de tête vers le jardin. Tu as toujours bien entretenu cet endroit. J'essaie. Nouveau silence. Puis, il a dit la dernière chose à laquelle je m'attendais. Je ne sais pas par où commencer. C'est déjà fait. Il a laissé échapper un soupir fatigué. J'ai répété cette conversation 100 fois. Je t'assure. Mais chaque version sonnait de façon égoïste. J'ai croisé les bras. Alors, ne parle pas de toi. Il a hoché la tête. C'est juste. Il a baissé les yeux vers l'herbe, avant de croiser de nouveau mon regard. Je suis devenu quelqu'un que je n'aurais pas respecté il y a 10 ans. Je n'ai pas répondu. Il a continué. Je n'arrêtais pas de me dire que je méritais d'être heureux. Ensuite, je me suis convaincu qu'Émilie s'en remettrait très bien. Et puis, j'ai commencé à croire à mes propres mensonges. Il a secoué la tête. Je me suis même persuadé que Lily était trop jeune pour s'en souvenir. J'ai regardé vers la balançoire que j'avais montée pendant l'hiver. Elle se souvient de bien plus de choses que tu ne le penses. Son visage s'est décomposé. Je sais. Le psychologue me l'a dit. Cela a attiré mon attention. Tu vois un psy? J'ai commencé après que mon avocat me l'ait suggéré. Il a eu un rire sans joie. Au début, je pensais que c'était juste pour aider mon dossier. Mais en cours de route, j'ai réalisé que j'en avais vraiment besoin. Pour la première fois depuis le début de toute cette histoire, j'ai vu quelque chose qui n'avait jamais été là auparavant. Pas de la peur, pas de l'arrogance. De la honte. Une vraie honte. Il a glissé la main dans la poche de sa veste, et en a sorti un morceau de papier plié. J'ai écrit ça. Je ne m'attends pas à ce que tu le lises maintenant. C'est pour Émilie. Je l'ai pris, sans le déplier. Elle décidera si elle veut le lire. Je sais. Et si elle le déchire, je comprendrai. Il a jeté un nouveau regard autour du jardin. Je suis passé 3 fois devant la maison en voiture, avant de trouver le courage de m'arrêter. Je m'en doutais. Tu m'as vu? J'ai vu le pick-up. Il a souri faiblement. Tu remarques toujours tout. Non, j'ai juste eu beaucoup de pratique. Nous savions tous les deux que ce n'était pas tout à fait vrai. Là je vous apprends à faire attention. Parfois, c'est un don. Parfois, c'est un fardeau. Cédric s'est frotté la nuque. J'ai perdu mon emploi. J'en ai entendu parler. Mon entreprise a dit que les accusations de fraude et la publicité nuisaient à leur réputation. J'ai hoché la tête une fois. Il ne demandait pas de pitié. Il énonçait un fait. Claire est partie. J'ai entendu ça aussi. Elle est retournée vivre à Lyon. Là encore, de simples faits. Aucune amertume dans sa voix. Seulement de l'acceptation.
Ma mère dit toujours que rien de tout ça ne serait arrivé, si tu ne t'en étais pas mêlé. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Il m'a regardé droit dans les yeux. Je pense qu'elle est obligée de croire ça. Parce qu'admettre la vérité, cela signifierait admettre qu'elle a aidé à détruire sa propre famille. C'était probablement la chose la plus honnête que je l'avais jamais entendu dire. Une brise a traversé l'érable, dans mon jardin. Plus loin dans la rue, une tondeuse à gazon a démarré. La vie continuait. C'est toujours le cas. Cédric s'est raclé la gorge. Je suis venu pour une autre raison. J'ai attendu. Je veux être un meilleur père. Pas parce qu'un juge a ordonné un droit de visite. Pas parce que mon avocat m'a dit que ça donnait une bonne image. Mais parce que chaque nuit, il a fait une pause. Je n'arrête pas d'entendre Lily frapper à cette porte d'entrée. Il a fermé les yeux. Et je sais qu'elle entendra ce son pour le reste de sa vie. Aucun de nous n'a parlé. Il n'y avait rien que je puisse ajouter à cela. Finalement, j'ai dit, tu ne peux pas changer cette nuit-là. Je sais. Mais tu peux décider si oui ou non, ça restera la pire chose qu'elle retiendra de toi. Il m'a regardé attentivement. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu passes les 10 prochaines années à être présent. Tu ne rates pas les anniversaires. Tu n'annules pas les week-ends, sous prétexte que quelque chose de plus intéressant se présente. Tu dis la vérité. Tu paies ta pension sans te plaindre. Tu deviens quelqu'un sur qui elle peut compter. Je me suis approché d'un pas, tu as cessé d'être mon gendre il y a des mois. Ce chapitre est clos. Mais tu seras toujours le père de Lily. Quel genre de père tu vas devenir à partir de maintenant? C'est encore à toi de le décider. Ses yeux se sont remplis de larmes. Il a hoché la tête une fois. Merci. Je ne te faisais pas un cadeau. Je te donnais une responsabilité. Je sais. Il a tendu la main. Pendant une seconde, je l'ai regardé. Des mois plus tôt, j'aurais refusé. Maintenant, je l'ai serré. Pas parce que tout était pardonné, mais parce que la haine nous avait déjà pris suffisamment à tous. Il est remonté dans son pick-up. Avant de démarrer, il a baissé la vitre. Je passerai le reste de ma vie à souhaiter pouvoir effacer cette nuit-là. Je te crois. Mais souhaiter les choses, ce n'est pas pareil que de changer. Non, en effet. Puis, il est parti. J'ai regardé jusqu'à ce que le pick-up disparaisse au coin de la rue. Quelques minutes plus tard, la porte arrière s'est ouverte. Lily est sortie en courant, portant de petits gants de jardinage beaucoup trop grands pour ses mains. Papy. Elle tenait un sachet de graines de tournesol. On peut planter ça. Bien sûr que oui. Émilie l'a suivie sur la terrasse, avec 2 verres de thé glacé. Elle a regardé l'allée vide. C'était Cédric? Oui. Qu'est-ce qu'il voulait? J'ai repensé à tout ce dont nous avions discuté. Il voulait une seconde chance. Émilie ne m'a pas demandé si je la lui avais accordée. Elle avait déjà compris. Les secondes chances ne sont pas des cadeaux que les autres vous offrent. Ce sont des opportunités que l'on doit mériter. Au fil de l'été, petit à petit, la vie a trouvé un nouveau rythme. Émilie a finalisé le divorce. Le domicile conjugal a fini par être vendu sous la supervision du tribunal. Et, après que les dettes aient été réglées selon la procédure légale, elle a reçu sa juste part. Elle en a utilisé une partie, comme apport pour acheter une modeste maison mitoyenne, à seulement 15 minutes de chez moi. Elle a repris l'enseignement à temps plein ce mois d'août-là. Ses élèves l'adoraient. Lily est entrée à l'école maternelle. Les cauchemars se sont espacés. Et finalement, ils ont cessé. Le week-end, elle venait toujours m'aider dans le jardin. Les tomates ont rougi. Les tournesols ont poussé, jusqu'à devenir plus grands qu'elle. Un samedi, elle a descendu mon allée sur son vélo, sans petite roue, pour la toute première fois. Elle a jeté un regard par-dessus son épaule. « Papy, je l'ai fait. » J'ai ri si fort, que j'en ai eu les larmes aux yeux. Pendant des mois, j'avais imaginé la victoire comme une décision de justice, une arrestation, ou le fait de voir enfin Cédric faire face aux conséquences de ses actes.
Je me trompais. Ça, c'était la victoire. Une petite fille riant au soleil, sans aucune peur. Une fille qui souriait, parce qu'elle croyait enfin que demain pourrait être meilleur qu'hier. En vieillissant, j'ai appris une chose, que j'aimerais voir comprise par plus de gens. La vraie vengeance ne consiste pas à ruiner la vie de quelqu'un. Elle consiste à refuser de laisser ceux qu'on aime, continuer à vivre sous la cruauté d'un autre. La justice a rendu ses droits à ma fille. Le temps lui a rendu la paix. Et voir ma petite fille rire à nouveau, valait plus que n'importe quelle victoire devant un tribunal. Si vous avez déjà eu à vous interposer entre votre famille et quelqu'un qui avait franchi la limite, j'adorerais lire votre histoire. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que vous, et les personnes que vous aimez, retrouverez toujours le chemin de la paix.